Bonjour à tous. Voilà, alors grâce aux vulnérabilités, j'ai la chance de parler cette année. Et un tout autre sujet, les vulnérabilités. Alors vous savez, quand j'ai commencé en cyber il y a plus de 30 ans, il y avait déjà des failles de sécurité et des vulnérabilités. On espère chaque année que les systèmes sont de plus en plus robustes, que ça va s'améliorer. Eh bien, c'est raté. 2021 a été une année absolument record en matière de vulnérabilité. Toutes les infrastructures, tous les types d'appareils ont été victimes. Alors, on peut penser que les OS mobiles sont plus fermés, plus cloisonnés, plus surveillés, qu'avant qu'une nouvelle version soit publiée, il y a beaucoup de tests qui sont réalisés. Alors, pourquoi plus de vulnérabilités trouvées? Il y a peut-être aussi beaucoup de concours, beaucoup de bug bounty qui se sont développés, beaucoup de nouveaux chercheurs qui cherchent de plus en plus. Voilà, en tout cas, lors d'un concours Tianfu en Chine, paf, en 15 secondes, les chercheurs à la tribune, grâce à une faille de sécurité dans Safari, ont réussi à prendre le contrôle du nouvel iOS 15. Bon, là, c'est quand même impressionnant. Bon, ouais, on peut être un peu déçu, mais le résultat est là. Dans un autre concours très connu, Pwn2Own, eh bien, d'autres chercheurs ont réussi à compromettre un Android Samsung Galaxy S21. Alors, il a été trouvé 61 zero day à l'occasion de ce concours dedans. Donc, autant dire que bah, nos systèmes sont éternellement vulnérables. Alors, l'année a été l'année Exchange. Donc, alors, moi j'utilise Postfix, mais la majorité d'entre vous ont choisi d'utiliser MS Exchange. Voilà, bon. Donc, si vous avez Exchange on-premise, on a eu Proxylogon. Alors, Proxylogon, c'est une faille incroyable. Moi, ce que je trouve incroyable, c'est que c'est seulement maintenant qu'elle est publiquement découverte par un chercheur qui a fait un blog, alors un peu trop détaillé, ce qui a permis de développer rapidement des codes d'exploitation. Il a présenté ça à Black Hat. En fait, dès l'instant qu'on connaissait une adresse électronique valide sur un serveur Exchange on-premise, on pouvait faire une requête à la place du serveur, donc un server-side request forgery, comme on dit, SSRF, et avoir la possibilité bah, d'avoir des droits administrateurs et de pouvoir accéder à des URL internes sur le serveur Exchange comme si on était administrateur du serveur Exchange, donc éventuellement récupérer du courrier électronique. Enfin, c'est vraiment la faille de sécurité de folie, et ça a été exploité par des rançongiciels. Et puis, on a cette escalade, c'est-à-dire qu'une fois qu'il y a eu cette première faille Proxylogon, eh ben, on a eu une cascade de 3 failles Proxy Shell. Ah oui, ça a été évidemment utilisé sur absolument toute la planète. Des dizaines de milliers de serveurs ont été vulnérables. Enfin, c'était cet été, donc ça a été corrigé dans le correctif de Microsoft de juillet, mais bon, encore au mois d'août, il y avait plein de systèmes compromis. Donc Proxy Shell, c'est dans la lignée de Proxylogon. Là, on a eu 3 vulnérabilités successives. Le CERT a poussé pour que les gens corrigent, qui permettaient à nouveau de prendre le contrôle des serveurs Exchange. Voilà. Alors après MS Exchange, MS Azure. Alors on va dans le cloud c'est robuste, c'est bon. Je suis plus on-premise, je m'occupe plus de la sécurité, il s'en occupe pour moi. Alors pas de chance, il y a une base de données dans Azure qui s'appelle Cosmos DB, et il y a eu cette faille Chaos DB. C'est une base de données, la base de données interne d'Azure. Et cette faille de sécurité, bah, elle est délirante parce que tout le monde utilise Azure, les plus grandes entreprises utilisent Azure. En fait, ça vient de l'intégration d'une fonction de visualisation dans quelque chose qui s'appelle Jupyter Notebook, qui a été introduite en 2019, mais activée par défaut dans Azure depuis février 2021.
Et donc, depuis que cette fonctionnalité a été introduite, eh ben, en fait, il est possible de récupérer la clé. Et le problème, c'est que tout le monde pouvait accéder à toutes les instances Azure de tout le monde. Donc, autant dire que c'est le piratage le plus délirant et catastrophique qu'on puisse imaginer. Et puis derrière, il y a eu une nouvelle faille Azure avec Omigod. Donc il y a un service qui est libre, il y a qui s'appelle SIM, qui est poussé par Microsoft, et ce système déploie des agents sur les machines virtuelles Linux dans Azure. L'agent évidemment est root pour pouvoir faire des tâches d'administration, et malheureusement il y avait une faille de sécurité dans cet agent qui a permettait de prendre le contrôle de toutes ces machines virtuelles. Alors, ce qui est encore plus surréaliste, c'est que une fois que Microsoft a publié le correctif de sécurité, il y a des gens qui ont déployé des nouvelles instances virtuelles Linux dans le cloud Azure, mais malheureusement, c'était encore la version vulnérable qui était utilisée pour le déploiement. Bon, ça, c'est un peu surréaliste. Et là encore, Shodan nous montre que absolument des dizaines de milliers d'instances dans Azure étaient vulnérables. Troisième point, après Exchange et Azure, la chaîne de développement logiciel. Alors évidemment, c'est pas nouveau. Hein, on a déjà eu dans les années 80 des gens qui se sont introduits dans un logiciel pour pouvoir attaquer une cible en sachant que cette cible allait exploiter un logiciel. Là, ce qui est vraiment intéressant aujourd'hui, c'est que avec le développement cloud, on fait du développement en continu, en mode agile. Les nouvelles versions sont immédiatement déployées dans des instances dans le cloud. Les utilisateurs récupèrent rapidement ces nouvelles instances. Et donc, ben voilà, il n'y a plus des phases longues d'homologation, d'audit, comme on pouvait avoir avant. Donc plutôt que d'essayer de s'introduire dans une cible, il suffit de savoir quel est le logiciel qu'elle utilise et puis de s'attaquer à celui qui fabrique son logiciel. Hein, vous voulez récupérer la caisse d'un restaurant, vous vous attaquez pas au restaurant, vous vous attaquez à l'éditeur de son logiciel de caisse. Voilà, et le tour est joué. Alors, le système est classique. Hein, au départ, on s'introduit dans l'entreprise avec des phases 1, 2, 3 qui sont assez classiques. La quatrième phase, c'est de voir dans la chaîne de développement logiciel quel est le logiciel qui est utilisé par la cible finale qu'on veut attaquer. La phase 5, c'est d'introduire notre code malfaisant dans ce logiciel. Ensuite, le code malfaisant, ben, il est déployé dans le cloud. Il va être la phase 6, il va être utilisé par la cible finale. Ben, une fois que notre code malfaisant est exécuté par la cible finale, il se connecte sur les serveurs de commande et de contrôle d'attaquants et la cible est compromise. Alors, moi, j'ai vu des cas assez spectaculaires avant l'ère du cloud, comme par exemple dans des appareils biomédicaux, hein, où trois fabricants avaient leur chaîne de développement qui avait été piratée pour pouvoir récupérer les données des patients lorsque l'appareil biomédical était installé dans un établissement de santé. Mais là, ce qui est intéressant avec le cloud, c'est qu'on n'attend pas plusieurs mois après l'intrusion de la chaîne de développement logiciel. C'est que immédiatement, on récupère des accès sur tous les utilisateurs du logiciel. Et évidemment, c'est comme ça que le logiciel de surveillance très populaire SolarWinds a permis la compromission de centaines et centaines de sociétés. D'où le fait que bah, la chaîne d'approvisionnement, le fait de connaître la totalité du code logiciel qui est utilisé partout devient fondamental. Alors, tous les systèmes sont cibles et sont susceptibles d'être victimes. Bon, évidemment, il y a un équilibre. Hein. Quand est-ce qu'on trouve la vulnérabilité? Quand est-ce qu'on met en œuvre les correctifs? À quelle vitesse on met en œuvre les correctifs de sécurité? Je veux dire, on voit que le délai est de plus en plus court. Ceux qui, au bout de quelques semaines de sortie des correctifs Microsoft, n'ont pas appliqué, ben, malheureusement, il y a du code d'exploit de partout. Il y a plein de rançonneurs qui s'en servent.
Ça pose de vraies questions sur les délais de mise en œuvre des correctifs et son organisation vis-à-vis de ça. Comment prioriser et quel est le SI critique qu'il faut corriger en priorité. Bon, je pense que le logiciel, il a des failles depuis toujours, il en aura toujours. Tant que les législateurs ne décident pas de prendre le problème à bras le corps, ben, les logiciels auront perpétuellement des failles de sécurité. Et je ne vous parle pas de Log4Shell, avec cette magnifique petite bibliothèque en logiciel libre, auquel tous ces grands utilisateurs très riches ne contribuaient pas.